Bon, vous l'aurez compris, je ne suis pas scientifique, je réalise des documentaires et ils m'ont amené à faire le tour un peu des laboratoires du monde entier dans lesquels la médecine du futur se prépare et de rencontrer des patients pionniers qui défrichent le chemin pour nous, enfin il me semble. Voilà. Il m'est arrivé quelque chose de très classique et en même temps assez extraordinaire pour moi il y a 7 mois. J'ai eu une petite fille. Voilà. Bon, je l'ai eu de manière assez classique avec un homme. J'ai pas fait de test génétique. C'est pas un bébé amélioré, même si j'ai eu beaucoup de chance. Voilà. Mais je vous raconte ça parce que, honnêtement, pendant les 9 mois de ma grossesse, j'ai au fond de moi vraiment espéré qu'elle serait au moins normale et au mieux mignonne et intelligente. Et je pense que c'est le cas de tous les parents, même si on ne veut pas vraiment l'admettre. Je me suis amusée au cours d'un documentaire à faire un micro-trottoir auprès des étudiants de Harvard. Et je leur ai posé cette question simple, est-ce que vous auriez recours à la technologie pour avoir un bébé amélioré? Alors là, tout le monde a été complètement radical, a répondu par la négative, c'était très clair. J'ai posé la question un petit peu différemment et je leur ai dit, si une simple petite manipulation permettait à votre enfant d'être résistant au cancer ou au sida? Là, les réponses étaient déjà beaucoup moins claires. Voilà, on a un peu peur de cette technologie et en même temps, je pense qu'elle nous fait un petit peu rêver. Enfin, en tout cas, quand on a des enfants, on a je pense, envie de les protéger. Voilà, le premier rapport que j'ai eu dans ma vie avec la médecine du futur, le premier choc, c'est grâce à une amie à moi qui s'appelle Émilie, voilà, qui m'a invitée quand j'avais 17 ans à peu près, en vacances dans sa maison de famille, et dans laquelle il y avait ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines, et sa maman, qui avait à l'époque l'âge que j'ai maintenant. Et sa mère, Christine, qui était une très belle femme avec un grand sourire, avait les cheveux très courts, avait l'air préoccupée. À l'époque, je n'avais jamais vraiment été confrontée au cancer. Et j'apprends qu'elle est malade. Elle a un cancer du sein et des seins et des ovaires depuis plusieurs années déjà. Et elle a perdu quelques mois avant sa sœur de la même maladie. En réalité, dans la famille Goutal, il y avait 6 sœurs et 5 ont été touchées. 4 sont finalement décédées autour de 40 ans. En creusant un peu plus, je me suis rendu compte que la génération précédente, la grand-mère et sa sœur jumelle avaient déjà eu la même maladie, en étaient mortes. Et personne ne comprenait vraiment d'où venait cette malédiction familiale, jusqu'à ce que Annie Goutal, la parfumeuse, qui était une des sœurs et qui était malade aussi, découvre dans les années 90, en 94, qu'il existe en Amérique un test génétique qu'on ne connaît pas en France et qui teste une prédisposition à ce fameux cancer familial. Ça s'appelle le BRCA. Elle fait le test, elle se rend compte qu'elle est porteuse. Et ça explique finalement cette malédiction familiale. Elle sait que ça ne l'aidera pas vraiment, mais elle espère pour les générations futures, et surtout pour sa fille Camille, qui a repris le flambeau de la parfumerie, et qui a finalement fait ce test en étant en bonne santé, et qui a découvert qu'elle était porteuse elle aussi. J'ai proposé des années plus tard à la famille de faire un documentaire sur eux, parce qu'il me semblait que ça illustrait bien la manière dont la médecine avance, en tout cas la médecine génétique. Voilà. Le problème, c'est que pour l'instant, on ne peut pas leur proposer grand-chose de formidable. Enfin, en tout cas, Camille, dans un premier temps, on lui a proposé une surveillance très rapprochée. Mais la seule chose qu'elle pouvait vraiment faire pour réduire les risques, elle a quand même 80% de chance à peu près de développer cette maladie, c'est l'ablation des seins et des ovaires de manière préventive. Donc c'est assez radical. En même temps, ça la remet à un niveau de risque de la population lambda. Voilà, donc c'est un choix difficile. Elle a 2 petites filles. Bon. J'ai rencontré au cours de mes enquêtes d'autres personnes qui étaient confrontées à ce même genre de phénomène, et notamment Karen, une Américaine, qui, elle, a fait un choix vraiment radical. Elle a perdu son frère et sa mère du même cancer de l'estomac. La mutation est identifiée aussi. Elle a fait le test, elle est porteuse.
Et le problème avec le cancer de l'estomac, c'est que la surveillance n'est pas vraiment possible parce que quand il est détectable, il est déjà trop tard. Donc Karen a fait le choix d'une ablation préventive de l'estomac. C'est possible, on peut vivre sans estomac, je ne savais pas, mais on peut relier l'intestin et l'œsophage et ça reforme une petite poche qui permet de manger. Enfin, moi, j'ai rencontré une femme debout qui fait du sport, qui vit, et le plus fou dans cette histoire, c'est que, enfin peut-être le plus fou, c'est qu'après l'opération, les médecins ont testé son estomac et il était touché. Donc si elle avait attendu quelques mois, elle aurait probablement fini comme son frère et sa mère. Voilà. La médecine a plus avancé en 50 ans qu'en 5000 ans d'histoire. Le décryptage du génome humain a pris plus de 10 ans et coûté 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, on peut imaginer, enfin des sociétés promettent de pouvoir décrypter un génome entier en moins d'une semaine et pour quelques milliers de dollars. On ne connaît pas encore vraiment tous les liens entre gènes et maladies, bien sûr, mais on peut imaginer qu'un jour, ce sera possible. Il y a déjà environ 1000 tests génétiques qui existent de prédisposition. Donc, la médecine, c'est l'avènement de la médecine prédictive et qui va rendre possible la médecine personnalisée, c'est-à-dire qu'on aura probablement tous bientôt, enfin dans quelques années, notre génome complet décrypté sur une puce dans notre téléphone portable et ça fera partie des éléments qui serviront à la prescription médicale comme la température ou les prises de sang. Il y a des sociétés Internet qui commercialisent déjà ces tests. C'est à mon avis très prématuré et je pense que voilà, faut faire attention à ça. Mais dans le cas de graves pathologies familiales, honnêtement, je ne sais pas ce que j'aurais fait à leur place, mais je pense que quand notre vie est menacée à ce point, aucun d'entre nous ne sait de quoi il est vraiment capable. La génétique n'est évidemment pas la seule piste, enfin le seul élément de la médecine du futur. L'espérance de vie a doublé en 100 ans. On vient d'apprendre qu'en Europe, on avait pris 5 ans d'espérance de vie ces 30 dernières années. Et les techniques médicales qui sont en gestation vont probablement jouer. Les experts pensent qu'on peut vivre sans problème 120, 150 ans peut-être, en bonne santé évidemment. Le but, ce n'est pas de vivre 50 ans malade. Il y a les progrès de l'imagerie. Aujourd'hui, on peut recréer un clone humain, c'est-à-dire vraiment voilà, recréer notre corps et le visiter de l'intérieur. Ça peut servir par exemple à dépister des maladies ou dans le cas de la chirurgie qui est en pleine révolution aussi, ça peut permettre de répéter les opérations avant de les réaliser. La chirurgie va être grandement révolutionnée aussi. Je pense que bientôt, ouvrir les corps en deux, ça nous semblera vraiment barbare et appartenir au passé. Il y a les robots qui accompagnent les chirurgiens, qui vont probablement bientôt accompagner les chirurgiens, ça existe déjà, qui permettent d'éviter le risque opératoire et de réduire voilà, le risque lié à la fatigue ou à l'accident. Donc, comme le dit le professeur Maresco, bientôt le chirurgien sera un genre de supervisor, comme en aéronautique, il commandera comme on commande un avion. Il y a la miniaturisation qui joue beaucoup. Demain, des nanorobots probablement seront directement injectés et viendront traiter à l'endroit même des tumeurs ou des problèmes à traiter. Et on implantera probablement, enfin on le fait déjà d'ailleurs, des puces qui pourront éventuellement faire revoir les aveugles, réentendre les sourds. On en implante déjà dans le cas de maladie de Parkinson. Voilà. Demain, peut-être qu'on remplacera les pièces de l'homme comme on remplace celles des voitures. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une personne sur 3 en attente de greffe qui ne trouve pas de greffon. Et malgré toutes les campagnes, les corps des morts accidentels ne suffiront jamais à remplir toutes les attentes. Il y a plusieurs pistes pour ça aussi.
Il y a le cœur machine, par exemple, du professeur Carpentier de ADS. Il y a plusieurs laboratoires aussi qui travaillent sur la culture des organes. Alors ça peut paraître bizarre, mais ça existe. On arrive en laboratoire à faire pousser de la peau, des dents. Le docteur Atala a réussi à recréer la fonction rénale et le professeur Doris Taylor a réussi à recréer un battement de cœur en laboratoire. Peut-être, Ray, c'est un des premiers hommes bioniques. C'est un homme qui a été, suite à une infection du sang, amputé des 4 membres et qui aujourd'hui pilote un avion grâce à un bras bionique. Il a 4 membres bionique et pareil, c'est un homme debout et il arrive à commander son bras avec son cerveau. Voilà. Donc, où j'en étais ? L'objectif, évidemment, ce n'est pas l'immortalité, mais c'est de vieillir en bonne santé, de ne plus peut-être être fauché dans la force de l'âge par un organe défaillant. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je préférerais vieillir... Ah, pardon. Vieillir comme ça. Voilà, c'est mon objectif. Non, blague à part, on connaît... non, voilà, bon. On va revenir à l'image d'avant, si c'est possible. On connaît le lézard qui fait repousser sa queue et on sait que l'homme a cette capacité à faire repousser son foie, mais on connaît moins ce petit animal ravissant qui s'appelle l'axolote et qui, lui, sait faire repousser son bras en entier et faire repousser des parties de son cerveau. Il y a des laboratoires qui travaillent sur la régénération. Dans le ventre de notre mère, on a à peu près tous développé des organes et des membres complets. Donc l'information est dans nos cellules et il y a des chercheurs qui pensent qu'ils vont réussir à la réactiver. Et donc la phase ultime, ce serait peut-être de pouvoir carrément faire repousser les organes manquants. Donc je préférerais vieillir comme mon grand-père qui a presque 100 ans, qui voyage toujours et qui a une petite amie. Voilà, plutôt que ma grand-mère dont c'est l'anniversaire aujourd'hui et qui ne s'en souvient pas parce qu'elle a Alzheimer. Voilà. Donc l'enjeu, je pense que le vrai enjeu de notre siècle, blague à part, c'est le cerveau. Et là-dessus aussi, il y a énormément de recherches qui sont effectuées. Moi, j'aurais bien aimé qu'on download la mémoire de ma grand-mère sur une machine. C'est un peu futuriste, mais ça ne me choque pas. Et je sais qu'en France, on a très peur de tout ça et de la mutation qui est en cours, mais il me semble que l'homme a toujours évolué. Et bon, moi, je ne suis pas passéiste et je ne suis pas tellement nostalgique du temps où on opérait sans anesthésie. Voilà. Bon, pour conclure, j'aurais aimé vraiment... j'aurais vraiment aimé, à la naissance de ma fille, pouvoir conserver le sang du cordon ombilical qui nous reliait. En France, ce n'est pas possible, je me suis renseignée. Il fallait commander un FedEx à l'étranger, le prélever, le mettre dans le FedEx, l'envoyer, payer quelques milliers de dollars. Bon, je n'ai pas fait le pari, je le regrette un peu, mais c'est vrai que je regrette surtout que ça n'existe pas en France. Voilà, encore une fois, je pense qu'on est vraiment dans la politique de l'autruche par rapport à ces sujets. Et le sang de cordon contient énormément de ces précieuses cellules souches qui feront peut-être la médecine de demain. En tout cas, il existe déjà des traitements en test pour la leucémie à partir de ce sang de cordon ombilical. Pour conclure, je reparlerai simplement d'Émilie. Alors, Camille, sa cousine, qui était porteuse de la mutation, a fait le choix d'une opération, en tout cas pour l'instant, l'opération des ovaires. Elle a 2 petites filles, elle n'avait pas envie qu'elle soit orpheline à 15 ans comme elle l'a été. Émilie a fait le test et il est revenu négatif. Elle n'est pas porteuse de la mutation et je finirai là-dessus juste pour dire que la technologie aussi permet parfois juste d'enlever l'épée de Damoclès et de vivre beaucoup plus librement après qu'avant sans avoir pratiquement rien fait en fait.